Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre notre réunion de ce jour parce que, comme il est de coutume, nous sommes aussi les uns et les autres attendus en séance vers 15 heures. Donc je propose qu'on commence d'ores et déjà et puis les collègues nous rejoindront progressivement. J'imagine que l'allocution du président ou l'interview du président doit en occuper encore quelques-uns. Le temps d'arriver jusqu'ici, il leur faut quelques instants. Je voulais d'abord, mes chers collègues, vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue, saluer et avec beaucoup de plaisir nos intervenants de ce jour, Sarah Guillou, Johan Canton et Pierre-André Chalandard. Je vous remercie tous les trois infiniment pour votre présence. Les intervenants, vous le savez, vous les connaissez pour certains de haut niveau pour cette table ronde consacrée à la réponse européenne à l'Inflation Reduction Act américain, mieux connu sous l'acronyme d'IRA. Et vous donc cette loi américaine qui a été adoptée par le Congrès américain en août 2022, qui prévoit d'allouer près de 370 milliards de dollars aux entreprises qui investissent dans les technologies vertes sur le territoire américain, ainsi qu'aux consommateurs achetant des produits verts fabriqués aux États-Unis. Si on peut se réjouir qu'après les errements trumpiens, l'administration Biden se range au Make Our Planet Great Again défendu en 2017 par le président de la République, comment ne pas voir les conséquences pour l'Europe de ce néoprotectionnisme américain. Et comme vous le savez, l'IRA réserve les aides nouvelles aux énergies renouvelables dont les équipements ont été produits aux États-Unis ou aux véhicules assemblés en Amérique du Nord. Ce plan de soutien américain crée un risque majeur de délocalisation des entreprises européennes vers le territoire américain, dans un contexte où ces derniers doivent notamment faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie. La crise Covid et la guerre en Ukraine sont venus nous rappeler évidemment douloureusement qu'il n'y a pas de puissance souveraine sans industrie sur son sol. C'est l'enseignement que l'on peut tirer de ces dernières années. Et donc il nous faut absolument gagner la bataille de l'industrie décarbonée. Je crois que c'est un objectif que nous devons poursuivre en européen. Face à cela, l'Europe n'est pas restée les bras croisés ces dernières semaines. Et je crois qu'il y a une prise de conscience de l'ensemble des acteurs européens qui s'est concrétisée le 15 décembre dernier lors du sommet européen, lors duquel un mandat a été donné à la Commission européenne. Et puis le 15 mars dernier, cette dernière a présenté sa stratégie et son déploiement concret. Et donc je crois que quand l'Europe veut, elle peut. Et on voit qu'en l'espace de 3 mois, il y a une réponse européenne importante avec des mesures qui sont discutées et débattues qui doivent permettre de répondre à l'IRA américaine. L'Europe fortement engagée dans la transition écologique, et je pense au nucléaire que le projet de loi adopté hier renforce, parce qu'il est un atout pour la France et notre continent, doit conserver chez elle et sur son territoire ses acteurs industriels clés. C'est une question d'emploi bien sûr, mais aussi et surtout d'avenir pour assurer notre autonomie stratégique. Et je le redis, je crois que c'est absolument fondamental si on veut être capable de gagner cette bataille de l'industrie décarbonée. Il faut se réjouir des priorités identifiées par la Commission pour répondre à l'IRA. D'une part, l'approvisionnement en matières premières critiques, comme le lithium pour la production de batteries électriques. D'autre part, la facilitation du déploiement des sites industriels spécialisés dans la production de technologies propres, les fameuses clean tech, comme le solaire ou l'hydrogène, qui sont concernés. Toutefois, et c'est aussi l'objet de notre discussion, tout n'est pas parfait et de nombreuses questions restent en suspens du fait de certaines hésitations parmi les États membres de notre Union. Je pense par exemple au Fonds de souveraineté européen qu'il conviendra très sérieusement d'envisager sur la base de l'analyse d'impact de la Commission. Je pense aussi au prix de l'énergie qui explique largement l'écart de compétitivité entre les États-Unis et l'Europe. Et donc nous devons avancer rapidement sur la réforme du marché de l'énergie. Et d'ici à la fin de l'année, le découplage entre le prix du gaz et de l'électricité permettra, je l'espère, de lisser les prix. Et donc notre panel d'invités de ce jour nous aidera à comprendre quelles sont ces questions encore à résoudre et aura, j'en suis certain, des pistes de solutions. Et donc, je vous propose les uns et les autres de pouvoir intervenir successivement dans un propos assez ramassé au début, 5 à 10 minutes maximum chacun, ce qui aura permis un premier tour de table. Et ensuite, les parlementaires pourront vous interroger. Et je propose que nous commencions peut-être dans l'ordre avec vous, monsieur de Chalandard. Je vous présente pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais vous êtes
évidemment identifié parmi les parlementaires. Vous présidez désormais le conseil d'administration de Saint-Gobain, après avoir intégré le groupe en 1989 et vous co-présidez le think tank La Fabrique de l'Industrie. Et vous cède tout de suite la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ce qui se passe à Bruxelles, donc je pense que M. Canton, sur le détail de ce qui est, et j'ai du mal à comprendre le détail de ce qui a été proposé par la Commission la semaine dernière, mais je voudrais peut-être, si vous me permettez, revenir un petit peu en avant et être un peu contrariant. Je partage assez largement tout ce que vous avez dit. Mais une des difficultés de ce sujet, c'est que, en première analyse, l'IRA, c'est quand même une très bonne nouvelle. Le climat, c'est un sujet planétaire. On s'est plaint beaucoup que les Américains ne faisaient rien. Et comme on sait, si une partie de l'Europe, c'est seulement 7% du CO2 dans le monde, et si l'Europe fait plein de choses et que les autres font rien, on n'aura rien gagné. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, l'IRA. Et de ce point de vue-là, puisque ces 370 milliards, ils vont aider les États-Unis à avancer sur la voie de la décarbonation. Ça va leur permettre de garder leur énergie nucléaire, ça va réduire leurs émissions de CO2 et ça va permettre, leur objectif, c'est d'avoir une électricité complètement décarbonée dès 2035. Alors, première réaction, alors beaucoup d'entreprises en Europe sont aussi présentes sur le sol américain. Et de ce point de vue-là, on ne peut que s'en réjouir. Ça permet, si je prends Saint-Gobain, si vous voulez, ça va nous permettre de décarboner plus vite nos opérations au niveau mondial par une décarbonation plus rapide, et notamment actuellement, ça va s'accélérer, on peut faire beaucoup plus de ce qu'ils appellent les PPA, et donc avoir une électricité décarbonée, sachant que le gros sujet pour les industriels de la décarbonation, c'est d'avoir de l'électricité, puisqu'une grande partie va se faire avec de l'électricité, une électricité décarbonée et qui soit moins chère que l'énergie carbonée. Et donc de ce point de vue-là, l'IRA aux États-Unis, c'est une bonne nouvelle. Alors après, l'essentiel de l'objectif, c'est aussi de rapatrier des industries qui étaient parties plutôt en Chine et de les remettre aux États-Unis. C'est pas dirigé contre l'Europe, même. Donc de ce point de vue-là, je veux dire, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est que c'est une initiative intelligente qui est une réponse à ce qu'avait fait l'Europe, quelque part. Donc, ce qui fait que pas mal de gens en Europe, et je dirais le premier qui a attiré l'attention sur les conséquences, c'est Thierry Breton, mais beaucoup de gens en Europe ont au début trouvé que n'ont pas réagi à l'IRA, parce que apparemment c'est très bien, et il y a quand même des éléments très positifs. Alors il y a deux problèmes importants, et les problèmes, c'est que la philosophie qui sous-tend l'IRA est aux antipodes de l'approche qu'on a eue en Europe. Et sur deux points. Le premier, bon, vous l'avez indiqué, c'est que c'est clairement protectionniste, avec le contenu local nécessaire. Ça marche que les exemptions s'il y a des accords de libre-échange. Comme par hasard, il n'y a pas d'accord de libre-échange avec les Européens. Les Américains ont fait semblant de s'en apercevoir après. Je ne sais pas si c'est ils ont fait semblant ou si... En tout cas, et l'une des actions que peut avoir l'Europe, que Mme von der Leyen essaie de faire, c'est de pouvoir être dans les exemptions. Au même titre que le Mexique, puisqu'ils ont dit que ce n'était pas dirigé sur l'Europe, qu'ils nous mettent dans les exemptions. Ce n'est pas gagné, mais je pense que c'est un élément important. Alors que l'Europe, elle a été, et elle est encore trop, je pense, dans une philosophie, personnellement, mais je vois que vous êtes assez d'accord avec moi, mais ce n'est pas la philosophie générale en Europe. L'Europe reste libre-échangiste sur le grand marché. Les piliers de la gouvernance européenne, c'est une compétence exclusive de la Commission sur le sujet de concurrence, et l'objectif principal, c'est d'essayer d'éviter les aides d'État qui pourraient fausser la concurrence, avec un budget qui est le plus faible possible. On a pu l'augmenter l'année dernière, mais enfin, la philosophie, c'est d'avoir... Et un pacte de stabilité qui est sûr qu'on reste dans un cadre libéral. Donc la philosophie européenne est complètement aux antipodes de l'IRA. Le deuxième point, et ça, c'est mon avis, c'est encore plus compliqué, c'est que toute l'approche européenne, basée sur la majorité des économistes qui parlent du prix du carbone, c'est de dire il faut taxer le fossile et faire de la réglementation pour empêcher le fossile. Les Américains, ils font exactement l'inverse. Ils donnent des subventions
qui est un prix du carbone négatif, j'allais dire, enfin inversé, puisque ce qui compte, c'est le différentiel pour un industriel. Mais ça va marcher très bien. C'est de dire que l'énergie décarbonée doit être moins chère que l'énergie fossile. Bon. Et en fait, c'est intelligent. Donc nous, on taxe et eux, ils subventionnent. Je caricature, mais c'est quand même beaucoup l'esprit. Et donc même, j'allais dire, ce que disent les Américains depuis longtemps sur le climat, c'est que ça va être par l'innovation, par la technologie et par la subvention qu'on va y arriver, et pas en taxant le fossile. C'est ce qu'ils font. Et c'est pas facile pour nous parce que nous, on a une philosophie libre-échangiste et on essayait justement de compenser ça en évitant les fuites de carbone avec un mécanisme, le MACF, qui est un truc qui ne va pas marcher. Alors qu'eux, ils font exactement l'inverse. Ils font du protectionnisme. Alors que nous, pourquoi il ne va pas marcher notre système? Parce qu'on l'a fait, il fallait qu'il soit en accord avec l'OMC. Mais du coup, on a des moyens extrêmement limités. Donc ils ont une démarche complètement inverse, mais qui est difficile pour nous. Voilà. Alors, les effets, et je suis d'accord avec vous, ils vont être graves, je pense. Ils vont être très différents selon les industries. C'est-à-dire, alors si je prends Saint-Gobain par exemple, nous on est dans des métiers locaux, c'est-à-dire que les produits ne voyagent pas à travers l'Atlantique. Donc l'IRA c'est une opportunité, on va aller probablement, et comme d'ailleurs les Américains font un très bon marketing, ils démarchent par-dessus une série de méthodes, toutes les entreprises européennes pour dire venez investir aux États-Unis. Saint-Gobain va probablement, grâce à ça, avoir des opportunités supplémentaires d'investissement aux États-Unis, mais ça ne va pas se faire au détriment d'investissements qu'on ferait en Europe. À la limite, on peut dire, si on se développe plus aux États-Unis, et il y a beaucoup d'entreprises, vous verrez dans les entreprises allemandes, qui vont profiter de l'IRA pour se développer plus aux États-Unis, où ils étaient, de leur point de vue, les grandes entreprises automobiles, pour ne pas les citer, où ils avaient besoin de se renforcer aux États-Unis. Donc, ils vont en profiter. On peut dire ils vont gagner plus d'argent aux États-Unis, ça va augmenter leur R&D, et donc ça peut être bon. Donc c'est pas mauvais en soi pour tout. Alors là où c'est mauvais, c'est quand s'il y a des investissements importants qui devaient se faire en Europe et qui vont se faire aux États-Unis. M. Larouturou nous vient de nous donner un papier, il a toute une liste, je ne vais pas les reprendre, j'en avais quelques-uns en tête, pas autant que lui, mais je pense que c'est ça qui est grave, c'est s'il y a des investissements de décarbonation qui devaient se faire en Europe et qui se font aux États-Unis. Il faut dire que le système américain est extrêmement séduisant. C'est des crédits d'impôt très très simples pendant longtemps. Et c'est surtout ce qui me paraît très important, c'est que c'est très simple. Alors que, compte tenu de la philosophie libérale de la Commission, en général, quand on veut aider, d'abord, on n'aime pas la politique industrielle, enfin, c'est en train de devenir moins un gros mot que ça ne l'a été, à Bruxelles et à Berlin. Enfin, c'est encore un peu un gros mot, la politique industrielle. Et quand on le faisait, il fallait que ce soit extrêmement encadré. Et donc très compliqué. Il faut avoir 3-4 pays une entreprise de 3-4 pays qui s'associent pour bénéficier d'aides, les PIEC. Enfin, tout ça est en train mais c'est très compliqué. Donc la réponse, elle est compliquée. Je vais pas parler de la réponse, monsieur, quand on en parle là. Je voudrais juste dire la première analyse que je fais de cette réponse. D'abord, c'est la réponse de la Commission. Alors il faut qu'elle soit... je parle du net zéro industrial... Industrial Act, qui va avec la réforme des marchés de l'électricité, qui est aussi, à mon avis, dans le même paquet, et le Critical Material Act. Moi, ce qui me frappe dans ces réformes, c'est que les moyens financiers, ils sont là. On a à peu près, surtout qu'on n'arrive pas à dépenser l'argent des plans précédents, qui d'ailleurs montre bien qu'on est compliqué, puisqu'on n'arrive pas à les dépenser rapidement. Donc les moyens financiers, ils vont être là. Le sujet, c'est que l'objectif de ces réponses, c'est de simplifier, mais quand on regarde dans le détail, je ne suis pas sûr que ça simplifie, parce que les conditions pour avoir la simplification sont extrêmement compliquées. Voilà ma première remarque. Ma deuxième remarque, et vous aviez souhaité avoir aussi Louis Gallois s'il avait été là, il l'aurait dit encore plus fort que moi, c'est que mais ça c'est qu'il y a même à l'intérieur de la Commission, il y a beaucoup de tensions sur ces sujets-là, et que entre, j'allais dire, l'école de pensée plus industrielle, qui est représentée par Thierry Breton, la concurrence traditionnelle de libre-échange dont j'ai parlé, c'est Marianne Vestager, et le vert Hubert Alès, c'est Timmermans. Et le nucléaire n'y est pas dans ce texte.
hein, sauf les SMR. Hein, alors que le nucléaire est extrêmement important pour décarboner. Donc sur le nucléaire, il faut se battre à chaque fois à Bruxelles. Et là, sur ce sujet-là, pour l'instant, ça n'est pas dans ce texte. C'est à mon avis, un autre inconvénient de ce texte. In fine, je ne sais pas si ce texte va permettre d'empêcher c'est pas des délocalisations encore, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont décidés. Il y a des investissements qui ont été décidés aux États-Unis. Il n'y a pas encore beaucoup qui ont été vraiment annulés en Europe. Est-ce que ça va permettre d'annuler ? En fait, pour moi, j'allais dire, c'est sur ces projets concrets qui sont en cours qu'on va voir si ces propositions permettent de changer la décision des industriels. Comme c'est quand même des très gros projets dont on parle, hein, sur les batteries et un nombre d'autres choses, mon appréciation de savoir si la réponse de l'Europe est adaptée, eh bien, je crois que c'est trop tôt pour le dire. On va le voir concrètement si ça permet qu'un certain nombre de projets, il y en a quand même pas mal qui avaient été listés, hein, dans les plans précédents et dans les annonces de décarbonation, si ces projets ils vont pouvoir avoir lieu ou pas. Et je dois dire, pour l'instant, pour moi, je ne suis pas capable de dire si le paquet qui est proposé par la Commission, il va le permettre. Entre la volonté de simplifier et les complications pour arriver à rentrer dans les critères, je ne sais pas. J'ai relativement bon espoir s'agissant des très gros projets, parce que je pense qu'ils sont portés par des industriels qui vont donner de la voix s'ils n'y arrivent pas, et que, in fine, du coup, ça marchera. Mais ce n'est pas complètement satisfaisant. Voilà, je m'arrête là. J'ai peut-être été trop long, excusez-moi, mais quelques remarques. Merci beaucoup, Monsieur Calendar. Et je passe tout de suite la parole à Sarah Guillou. Vous êtes économiste et vous dirigez le département Innovation et Concurrence de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Merci, Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames les députés. Merci cette opportunité de vous faire partager un certain nombre de mes réflexions issues de mon travail. Je vais développer mon propos en 3 étapes qui, en grande partie, vont appuyer ce que vous venez de dire. Tout d'abord, faire le point de l'environnement, de l'investissement dans les technologies vertes en Europe et aux États-Unis, avant la mise en place et la mise en œuvre de l'IRA. Et ensuite, développer quels sont les arguments qui justifient que l'Europe ait à réagir, ait à répondre à l'IRA. Et enfin, proposer quelques voies de possibles, c'est-à-dire, en gros, dire ce qui se passait avant l'IRA, pourquoi répondre à l'IRA et comment répondre à l'IRA. Alors, avant la mise en œuvre de cet Inflation Reduction Act, quelle était la situation comparée de l'Union européenne et des États-Unis ? Et avant de voir les différences, juste un petit point, je veux faire remarquer qu'on est en train de, donc vous le savez tous, vivre un changement de paradigme né des 2 crises précédentes, hein, qui est commun à l'Europe et aux États-Unis. Les 2 crises précédentes, inutile de les citer, la pandémie et la guerre russo-ukrainienne. On est passé du commerce comme moyen d'influence, sinon de gouvernance des relations internationales, au paradigme du commerce comme objet d'instrumentalisation politique dans les relations internationales, ce qui est une prise de conscience des 2 côtés de l'Atlantique et qui augmente la propension à intervenir dans l'économie. Donc on a des 2 côtés cette augmentation des volontés d'intervention. Sinon, il existe de larges différences dans ce qui prédispose la genèse et le développement d'une industrie verte des 2 côtés de l'Atlantique. À l'actif de l'attractivité européenne, on peut lister, d'une part, les engagements consistants de la réglementation européenne sur le long terme à la réduction des émissions, les préférences des consommateurs européens, donc les usagers sont sensibles à la cause environnementale, des qualifications dans la construction, la construction d'infrastructures, dans la production d'énergie, on a des champions européens dans l'énergie, et des emplois qui sont liés à la décarbonation. Une densité également urbaine et des atouts géographiques de l'Europe. En effet, en Europe, la géographie, elle est plus propice aux économies d'énergie. On a une politique de transport qui n'est pas comparable aux États-Unis. On a également une absence de ressources énergétiques. Elles sont beaucoup plus rares, en tout cas, qu'aux États-Unis. Et des tailles des villes et des pays qui aussi sont plus propices au développement, hein, ou en tout cas à l'émergence de préférences en faveur de ces industries renouvelables et basées sur les énergies renouvelables.
Donc, en plus, il existe un marché des quotas carbone qui n'existe pas aux États-Unis, un marché de l'électricité intégré qui conduisait même à baisser le prix des renouvelables et un environnement réglementaire plutôt favorable aux usagers, aux usages des technologies vertes. Donc, et j'ajoute à cela, vous le savez, un vaste marché et, par exemple, le deuxième marché en matière de véhicules électriques au monde après la Chine. Donc, tous ces éléments permettent l'absorption des subventions qui n'ont pas été en défaut en Europe, des subventions aux énergies renouvelables, et donc la capacité de ces subventions à générer des capacités de production durables et décarbonées. J'ajoute à cela un élément récent qui est évidemment le prix de l'énergie fossile qui a fortement augmenté depuis la guerre et un peu même avant la guerre. Et qui a rendu les investissements dans les énergies renouvelables bien plus rentables. Donc, en d'autres termes, quand on a un prix du kilowattheure qui va au-dessus des 200 €, eh bien, une usine de panneaux solaires, enfin de solaire, elle va mettre beaucoup moins d'années à être rentable que quand le prix moyen il est à 50 €, comme c'était le cas en 2020 et 2021. Et de fait, les investissements dans le solaire ont augmenté. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le coût d'usage du capital, en Europe, dans les énergies vertes, il est plus bas en Europe qu'aux États-Unis, avant l'IRA. Et qu'on mesure ce coût du capital en termes de coût d'opportunité, c'est-à-dire l'arbitrage entre investir dans les énergies brunes ou les énergies vertes, ou qu'on le mesure en termes de flux de revenus futurs, ou qu'on le mesure en termes de taux de rendement des fonds propres. Donc ce coût du capital, il était plus faible. Et cela, nonobstant évidemment d'autres éléments qui rentrent dans ce coût, que ce soit les matières premières, certaines d'entre elles qui sont nécessaires à l'industrie verte ont pas mal augmenté en raison de la guerre russo-ukrainienne. Et si on fait un petit focus sur les industries vertes, est-ce qu'on avait un avantage comparatif dans les industries vertes en Europe relativement à ce qui se passe aux États-Unis ? C'est clair qu'en Europe, on a quand même une vieille industrie qui tourne autour d'industries assez polluantes et énergivores comme la chimie, l'acier, l'automobile, l'agriculture. Tout ça est assez énergivore et assez émetteur de CO2. Mais c'est aussi le cas aux États-Unis, même si les États-Unis sont plus vers une spécialisation de services et même assez proche de celle de la France, mais par rapport à la moyenne européenne, les États-Unis sont plus spécialisés dans les services. Mais donc, de tout ce que je viens de vous dire, il me semble que dans le match États-Unis-Union européenne, en termes d'industrie verte, l'Union européenne avait un avantage. Et puis ensuite arrive effectivement ce plan, l'Inflation Reduction Act, voté à la fin du mois d'août 2022, mais qui devrait commencer à produire ses effets en 2023. Alors il s'agit bien d'un plan important, on est d'accord, qui subventionne et qui génère des crédits d'impôt avec une enveloppe de près de 400 milliards de dollars sur 10 ans et qui conditionne l'obtention de l'argent à des contraintes de production locale. Alors, je suis d'accord avec M. Chalandard. L'Europe, que ce soit les industriels ou les citoyens, ne peuvent que se réjouir de cette orientation des investissements aux États-Unis. On peut prendre un autre contrefactuel. Aurait-on préféré que les États-Unis mettent tous leurs moyens financiers dans les énergies fossiles dont ils disposent, politique qui aurait encore plus fait baisser le prix de l'énergie brune aux États-Unis et créé également une situation d'attractivité difficile à concourir, en tout cas à défier. L'orientation des investissements de l'Inflation Reduction Act va diminuer les investissements relatifs dans les énergies fossiles et devrait conduire à faire baisser, parce qu'il y aura moins d'investissements dans le pétrole par exemple, à faire baisser le prix le mondial de ces énergies dont on dépend quand même encore un petit peu en Europe pour certains pays. Donc, ça c'est le premier point. Et le deuxième point aussi qui devrait nous conduire à nous réjouir, c'est que les investissements dans les technologies vertes qui sont subventionnés par l'Inflation Reduction Act présentent une double caractéristique en matière d'externalité. Ces investissements, en effet, non seulement réduisent les externalités négatives de la pollution, et en même temps sont porteurs d'externalités positives en matière de maîtrise, de technologie, de décarbonation. Et ces externalités sont mondiales. La science, comme la pollution, n'ont pas de frontières. Donc ces externalités qui vont être produites par cette Inflation Reduction Act, elles vont augmenter le surplus social de l'Europe, l'utilité sociale globale en général. Donc c'est une bonne chose. En gros, on va profiter de ces externalités nettes gratuitement. Ok.
Mais n'est-ce pas une conclusion naïve ou une conclusion valable seulement pour les générations futures? Parce qu'il se trouve qu'effectivement, ces externalités, elles se produisent avec un petit peu d'années. Donc, on peut évidemment se questionner, ce qui semble être souvent ce qu'on entend, si l'Inflation Reduction Act ne veut pas avoir un effet négatif sur le rythme des investissements dans l'industrie verte et dans les processus de production de décarbonation, enfin, dans les processus de production décarbonés en Europe, en raison de la baisse du coût de l'investissement aux États-Unis et des opportunités d'augmentation de la demande par son financement. Ce qui sont les deux, en fait, leviers du plan américain. Alors, je voudrais alerter dès à présent quand même sur 2 bémols de la politique américaine relativement aux déterminants de l'investissement. Alors, les 2 déterminants de l'investissement chez les économistes, c'est le coût du capital, et l'anticipation de la demande, les débouchés. C'est ça qui gouverne l'investissement. Or, il se trouve qu'il y a aussi 2 éléments qui vont jouer sur le coût et les débouchés. C'est la stabilité réglementaire et la concurrence entre les producteurs. Donc, bien que le plan soit sur 10 ans, on sait que l'enjeu de la décarbonation, il est politiquement et culturellement moins installé aux États-Unis qu'en Europe, d'où un risque d'instabilité réglementaire et politique qui existe. Et quant à la concurrence, c'est-à-dire qui va jouer sur les débouchés, il se trouve qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'acteurs étrangers qui sont présents aux États-Unis. Et ce sont ceux-là qui vont d'abord investir sous l'impulsion des subventions américaines. Et parce que les États-Unis, on le sait, est une terre des investissements directs à l'étranger. Donc il y a beaucoup d'acteurs étrangers présents, en plus des acteurs américains. Et si tout le monde fait la course à la subvention, ça va vraiment augmenter les capacités de production et la concurrence entre les acteurs, et donc diminuer aussi la rentabilité future des investissements. Donc cette concurrence, elle va être nette entre les acteurs européens qui sont très, très nombreux, et créer peut-être même des surcapacités qui feraient baisser les prix dans le futur. Cependant, il faut quand même reconnaître qu'il existe un risque à court terme, à tout le moins, ou à moyen terme, par un effet d'engouement, parce qu'il y a un vrai effet d'engouement de la part des industriels. Et l'idée étant de dire, si tout le monde va profiter des subventions américaines, eh bien pourquoi pas nous? Il y a un risque que des investissements européens qui étaient planifiés soient détournés vers les États-Unis. Alors effectivement, on ne sait pas encore vraiment quelle sera la réalité de ce détournement, mais le risque existe. Est-ce que cela aura l'ampleur d'handicaper l'industrie verte européenne? D'une part, je ne pense pas que cela aura un impact sur la dynamique de décarbonation des processus de production, ce qui est un peu différent, car en Europe, la régulation de l'environnement, elle est très, très, très incitative, et puis également tout l'environnement autour des prix. Mais en revanche, on pourrait voir un ralentissement des investissements dans les technologies vertes de l'industrie verte qui pourrait faire manquer à l'Europe l'opportunité d'acquérir des avantages comparatifs de ce qu'on appelle le first mover, c'est-à-dire celui qui entre premier sur un marché, qui maîtrise la technologie et qui ensuite a un avantage comparatif et compétitif. Et ce risque-là est effectivement à prendre en compte sérieusement, car c'est celui-là qui va impacter les trajectoires futures de la désindustrialisation. Donc ce qui compte, c'est vraiment cet aspect-là du plan. Et donc j'en viens à ma 3e étape, comment répondre face à l'existence de ce risque? Faut-il vraiment en passer par le protectionnisme pour faire émerger une industrie verte en Europe face à ce qui se passe aux États-Unis? Donc compte tenu des risques que j'ai évoqués, je pense qu'il faut agir sur les 2 éléments qui gouvernent les opportunités d'investissement. Le coût du capital et les débouchés. Concernant les débouchés, il faut réduire l'espace d'écoulement des biens produits à l'aide de subventions discriminantes. C'est-à-dire recourir aux règles de l'OMC pour mettre en place des droits de douane futurs à l'égard des États-Unis comme de la Chine. Alors l'avantage de l'IRA, la difficulté quand on veut mettre en place une politique commerciale défensive vis-à-vis de biens qui ont été subventionnés, c'est d'identifier et de montrer qu'il y a eu subvention. Mais l'avantage de l'IRA, c'est que c'est dit, c'est clair, c'est écrit. Les produits sont effectivement subventionnés de manière discriminante. Donc, aller vers l'OMC, c'est clair, c'est une politique qui prend du temps, mais c'est un signal fort pour des produits qui seront écoulés dans quelques années, et pas tout de suite. Et donc, c'est un signal, à mon avis, qui vaut la peine d'être entrepris. Et je veux mettre en garde que financer la demande européenne comme étant une politique symétrique au financement de la demande américaine, par exemple des véhicules électriques, c'est pas une bonne solution, parce qu'en l'état des forces productives en présence en Europe, cela ne fera qu'augmenter les importations et la dépendance aux produits chinois, ce que ne souhaite pas
ni les Européens, ni la Commission européenne. Ça, c'était concernant les débouchés. Et concernant le coût de l'investissement, le coût du capital, qui effectivement est réduit avec les subventions américaines et l'ensemble des crédits d'impôt qui sont proposés, je pense qu'il faut agir sur plusieurs de ces déterminants de ce coût du capital en Europe, et pas seulement un coût de subventions. Effectivement, il faut réformer le marché de l'électricité européen pour modérer la hausse du coût de l'énergie relativement au marché américain, tout en laissant l'avantage aux énergies renouvelables. C'est toute la difficulté, de trouver de l'équilibre entre avoir un prix quand même qui est toujours incitatif pour les énergies renouvelables, mais pas non plus trop discriminant pour la production. Il faut modérer la taxation des profits des énergéticiens dans le renouvelable. Alors là, je vous suis, en Europe, mais pas par rapport, je veux dire, vous disiez, en Europe, on taxe le carbone, aux États-Unis, on le subventionne. Alors, c'est pas exactement ça, mais ce qui est sûr, c'est que nous, là, en ce moment, on taxe les énergéticiens et même ceux qui font du renouvelable au-dessus d'un certain prix. Et aux États-Unis, on subventionne l'industrie des énergies renouvelables. Donc, effectivement, on peut questionner cette volonté de taxer les énergéticiens, même ceux qui produisent de l'énergie renouvelable. Bien sûr, derrière, on sait bien que c'est pour financer le bouclier tarifaire et qu'on a un arbitrage offre-demande, production-consommation qui est toujours difficile à calibrer. Il faut continuer à augmenter les investissements dans l'éducation de la maîtrise des technologies de décarbonation. Donc, il faut financer encore plus les organismes de recherche publique et les obliger à être en partenariat avec les industriels pour avoir ces financements. On pourrait aussi penser à créer un fonds d'investissement européen avec des prêts participatifs au lieu de faire des subventions pour augmenter les capacités de production européennes et aussi financer les instituts de formation d'ingénieurs dans les technologies de décarbonation, parce qu'on va avoir une tension très très forte sur le marché du travail, parce que le marché du travail est extrêmement tendu aux États-Unis. Donc les ingénieurs qui vont s'inscrire dans les processus de production verts vont en manquer, il va y avoir une tension sur le travail. Il faut absolument anticiper cette tension et il faut aussi évidemment flécher et augmenter les crédits d'impôt et les subventions à la R&D qui sont très généreux en Europe et les flécher beaucoup plus vers les technologies de décarbonation. Alors, est-ce qu'il faut aller dans le sens d'une surenchère vers les subventions ? Évidemment, ouvrir les vannes, ce qui semble être la stratégie un peu européenne, c'est-à-dire un peu libérer les contraintes qui font qu'on puisse accorder des subventions à des plans d'investissement. C'est évidemment un signal qui est donné aux industriels. Est-ce que c'est suffisant ? Les industriels laissent entendre que ce qui se plaignent, c'est pas seulement le fait qu'ils n'aient pas de subventions, mais qu'ils aient des réglementations européennes extrêmement contraignantes et qu'il faut simplifier les procédures. Donc là, il y a quand même encore un défi. Et je veux terminer avec la mise en garde que cette surenchère de subventions, elle va créer des surcapacités. Dans un premier temps de l'inflation par excès de liquidité, il n'y aura pas d'incitation auprès des industriels à baisser les prix de production puisqu'elles auront eu les subventions. Et dans un deuxième temps, s'il y a surcapacité, si tout le monde subventionne, il y aura trop de capacité, effondrement du secteur. Alors soit le secteur de l'industrie verte, soit le secteur des industries brunes s'il y a substitution, mais la substitution, il faudrait encore qu'elle se produise. Et donc, in fine, la baisse des investissements futurs. Donc, il y a quand même un risque à moyen terme de création de surcapacité. C'est pas forcément à l'Europe de prendre en charge ce risque, alors que les Américains sont encore dans le benign neglect, mais il faut quand même le garder à l'esprit. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, je passe tout de suite la parole au dernier intervenant. Yoann Canton, vous êtes conseiller au cabinet de Thierry Breton, qui est le commissaire en charge du marché intérieur, et donc vous êtes particulièrement actif dans l'élaboration de la réponse européenne à l'IRA. Et je vous remercie pour votre présence et d'être venu de Bruxelles pour cette réunion. Vous avez tout de suite la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les députés. Et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de venir essayer d'expliquer en quelques mots la réponse européenne. Juste un petit mot. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de la réponse européenne à l'IRA. Pour nous et pour le commissaire en particulier, c'est un peu plus que ça. C'est aussi une réponse européenne à la situation chinoise, aux politiques économiques chinoises depuis une dizaine d'années. Et c'est finalement remettre la dimension industrielle et la dimension capacité industrielle au centre du Green Deal. Donc l'Europe a fait beaucoup pour le Green Deal depuis le début de la commission von der Leyen. On a fait beaucoup en termes d'efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de promotion des énergies renouvelables, d'efficacité énergétique, etc., etc. Vous connaissez ça autant que moi. Nous, ce qu'on trouve, c'est qu'on avait peu mis l'accent sur la dimension industrielle.
Et c'est-à-dire que sans dimension industrielle, sans une capacité productive à générer les technologies de demain, on aurait du mal à atteindre les objectifs du Green Deal, tout simplement parce qu'on aurait du mal à créer de la croissance et des emplois en Europe. Donc ce qu'on a cherché à faire, alors évidemment que l'IRA est l'élément déclencheur, ça a été un réveil pour beaucoup d'entre nous au niveau européen et dans tous les États membres, mais l'idée c'était effectivement de faire un peu plus que ça. Et je prends juste 2 exemples, juste pour parler d'autre chose, automobile par exemple. Donc vous savez, on a fait beaucoup pour l'automobile, avec la fin des moteurs à combustion. On verra comment les discussions européennes atterriront et comment on atterrira. Mais en gros, la ligne est claire. On va vers l'interdiction du moteur thermique en Europe à l'horizon du 2035. Or, qu'est-ce qu'on voit aussi comme signaux en ce moment? On voit 2 choses. On voit des constructeurs européens qui partent s'installer en Chine pour produire des véhicules électriques en Chine et les renvoyer vers le marché européen. Ça, c'est les gros constructeurs allemands. Et on voit, à la suite de l'IRA, un certain nombre de pipelines de projets sur la construction et c'est repris un peu dans le papier de M. Larouturou, de pipelines de projets d'investissement dans des gigafactories pour la production de batteries, qui étaient prévus, qui étaient annoncés, et sur lesquels les industriels européens, Northvolt par exemple, mais beaucoup d'autres, ont des hésitations aujourd'hui et réfléchissent à aller les installer aux États-Unis plutôt qu'en Europe. Si on combine les deux, pour nous, il y a un problème stratégique. Et il y a un problème stratégique parce qu'on est en train de peut-être atteindre les objectifs de Green Deal, mais avec un risque de désindustrialisation qui, à court terme, peut avoir des bénéfices, mais qui, à moyen et long terme, est pour nous pas soutenable. Donc, l'objectif et la première réponse par rapport à ça, c'était de dire aussi, pour rappeler le contexte que vous connaissez, le contexte géopolitique actuel, sur les questions de politique commerciale, etc., c'est de dire il nous faut prendre en compte la dimension chaîne de valeur, il nous faut prendre en compte la dimension géopolitique des chaînes de valeur, et donc il faut s'assurer que cette transition, qu'elle soit verte ou qu'elle soit numérique, se fasse avec l'intégration de nos chaînes de valeur stratégiques et avec une réflexion sur nos dépendances actuelles et futures. Donc pour en revenir à l'IRA, je n'ai pas besoin de revenir sur le fait qu'effectivement c'est plutôt une bonne nouvelle pour le climat si les Américains décident de faire ça. Je pense que c'est un point de vue bipartisan. Pourquoi? Parce que le point de vue il n'est pas si lié à la politique climatique. L'IRA c'est aussi une politique de réindustrialisation du Midwest et ça c'est bipartisan. L'idée de remettre des industries au centre des États-Unis, c'est partagé par les démocrates et c'est compris par les républicains. D'ailleurs, on peut penser que le succès relatif de Biden au midterm est aussi lié à ça parce qu'il a gagné la bataille du Midwest à travers l'IRA et à travers une politique forte de réindustrialisation. Donc, à mon avis, c'est assez stable. Et pour nous, si vous voulez, ça combiné à la politique chinoise économique, ça demande une réponse structurelle. Et donc, toute l'idée, c'était de dire c'est pas du conjoncturel, la réponse européenne à l'IRA, ça doit être quelque chose de structurel, ça doit être quelque chose qui doit nous marquer sur les 10 prochaines années. Alors oui, on va continuer à travailler avec les Américains pour régler les contentieux commerciaux. Oui, on va essayer de lutter contre les discriminations flagrantes et qui sont contraires à l'OMC à travers la task force qu'a mis en place la présidente von der Leyen. Et si besoin, je pense que l'Europe n'hésitera pas à passer par l'OMC. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'encore une fois, derrière ça, il y a une vraie réflexion structurelle, stratégique, qui nécessite une réponse, à notre avis, un peu plus structurelle. Alors, comme l'a rappelé les intervenants précédents, le commissaire Breton a été un des premiers à comprendre ça, je pense, et à poser un diagnostic dès l'automne 2022. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a fait 3 choses. La première chose, c'est on a multiplié le travail avec les États membres et avec les industriels au travers d'outils de coordination light du type plateforme. Donc on a créé la plateforme CleanTech qui avait été poussée par le ministre Habeck en Allemagne, repris aussi par le ministre Lescure ici en France. Et plus généralement, donc, on a essayé de faire intervenir à la fois la Commission, les États membres et les industriels de la CleanTech pour qu'ils se réunissent et identifient les problèmes clairs. On avait d'autres initiatives avec les alliances industrielles qui existent depuis le début de ce mandat, sur l'hydrogène, sur le solaire maintenant, sur les batteries, etc. Je n'ai pas besoin d'y revenir, enfin, je peux y revenir plus tard en détail si vous voulez. On a fait la même chose avec l'initiative Route 35, qui est une initiative très ciblée du commissaire Breton sur comment emmener l'écosystème mobilité et l'écosystème automobile vers le zéro émission en s'assurant que les conditions soient là. Ça, c'était la première réponse. La deuxième réponse, c'est une réponse financement. Alors, sur la réponse financement, qu'est-ce que la Commission a proposé? Il y a eu une nouvelle réforme du cadre des aides d'État, donc portée par la vice-présidente Vestager, mais avec une ambition qui était de dire il nous faut flexibiliser le cadre temporaire qui avait été mis en place à la suite de la crise énergétique
pour le transformer en un cadre temporaire sur la crise énergétique et de transition pour couvrir la clean tech aussi. Un point sur lequel on n'a pas beaucoup insisté jusqu'à présent, c'est la dimension on en a parlé, le coût de l'énergie. Mais ça reste la mère des batailles. C'est-à-dire, si on veut décarboner et garder une industrie forte, il faut gérer la question du coût de l'énergie. Il a fallu la gérer dans l'urgence au moment où les prix étaient les plus élevés. Il faudra la gérer de manière plus structurelle et la Commission a proposé une première réponse avec la réforme du marché de l'électricité. Il faudra continuer à la gérer pour qu'on puisse bénéficier à terme des coûts réduits dont on s'attend à bénéficier avec l'émergence du renouvelable, etc., mais pour lequel on n'y est pas encore. Et aujourd'hui, donc, le découplage prix du gaz, prix de l'électricité reste une question importante. Les signaux de long terme sont aussi très importants dans ce secteur-là. Il y a besoin de renforcer ces signaux de long terme pour que à la fois les énergéticiens et les gros consommateurs d'énergie puissent avoir la visibilité nécessaire pour leurs investissements. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était une réflexion sur comment utiliser le budget européen. Parce que les aides d'État, c'est bien, mais ça a des limites pour tous les États membres qui n'ont pas de marge fiscale suffisante. Ça crée des risques de concurrence au sein du marché intérieur. Et pour le commissaire au marché intérieur, c'est quelque chose évidemment important à prendre en compte. Et donc ça ne peut pas porter toutes les réponses. Donc il y avait l'idée d'utiliser au maximum les fonds européens pour aller là-dedans. On a fait une analyse, on reviendra avec un document qui devrait être publié aujourd'hui ou demain, mais qui continuera dans les prochaines semaines. En gros, qu'est-ce que dit l'analyse ? Elle dit l'Europe, on est bien pour subventionner la recherche et l'innovation, comme vous le disiez, Madame Guillaume. On est plutôt pas mal en termes de soutien au déploiement final de ces énergies décarbonées, etc. On est beaucoup moins performant quand il s'agit de financer, en bon français, le clean tech manufacturing. Donc les outils industriels de production de ces technologies décarbonées dont on aura besoin demain. Là-dessus, le budget européen aujourd'hui est très faible. Et ne contribue pas à satisfaire les besoins, même si on sait qu'on a besoin avant tout de financement privé. Il y aura besoin de soutien public pour certains investissements, et le budget européen aujourd'hui ne nous aide pas beaucoup. Donc il y a toute la réflexion sur le fonds de souveraineté, sur laquelle je n'ai pas besoin de m'étendre en détail, mais qui doit venir, la présidente en a fait l'annonce au cours de l'été dans le cadre de la revue de moyen terme du cadre financier pluriannuel. Ça restera un enjeu important pour nous. Dernière chose sur laquelle je reviens en quelques mots, le réglementaire. Pour nous, il fallait aussi une réponse réglementaire qui avait vocation à faire deux choses, un choc d'accélération, un choc de coordination à travers un choc de simplification. Donc la réponse réglementaire, c'est la réforme du marché de l'électricité sur lequel je ne m'étends pas beaucoup maintenant. C'est la proposition de règlement pour les matières premières critiques, qui est l'amont de toutes nos batailles sur le vert et sur le numérique. C'est-à-dire, sans approvisionnement en matières premières critiques, il n'y a pas d'industrie des semi-conducteurs et il n'y a pas d'industrie de l'éolien, il n'y a pas d'industrie de la batterie, il n'y a pas d'industrie du solaire, etc. Donc le commissaire avait déjà beaucoup fait sur les semi-conducteurs, je n'ai pas besoin d'y revenir avec le CHIPS Act, mais là on avait besoin d'être en amont très bon au niveau de l'approvisionnement en matières premières critiques. Et il y avait besoin d'un volet vert, et donc ça c'est le Net Zero Industry Act, donc on fait un concours avec les Américains pour l'acronyme le plus mauvais, on a IRA d'un côté et NZIA de l'autre. Peut-être qu'on a gagné celui-là, je ne sais pas si on a gagné la réponse aux subventions, mais on a sûrement gagné le concours de l'acronyme. Donc le NetZIA. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces deux actes ? Un, donner des priorités. Donc, on identifie pour les matières premières critiques celles qui sont les plus stratégiques, celles qui sont critiques, sur lesquelles on veut focaliser l'attention. Sur l'acte sur l'industrie net zéro, je vais l'appeler Clean Tech Act pour faire plus simple, on identifie des technologies pour lesquelles on pense qu'il y a besoin d'augmenter nos capacités manufacturières en Europe. Première chose. Juste sur le champ d'application, pour clarifier les choses, le Net Zero Industry Act, il est construit avec une maison à 2 étages. Au premier étage de cette maison, on trouve un échantillon très large de technologies de décarbonisation qui regroupe le renouvelable, qui regroupe aussi le nucléaire, au-delà des petits réacteurs modulables, qui regroupe les fuels et qui regroupe un certain nombre de technologies nucléaires sur lesquelles on pense qu'on doit se projeter dans les années à venir. Est-ce que ça regroupe toutes les technologies nucléaires qu'on aurait pu imaginer au niveau européen ? Non.
Je pense que mon commissaire a été assez clair sur ses préférences par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le nucléaire est couvert dans cet acte législatif au niveau de la maison et du premier étage. Ce premier étage de la maison, il donne des bénéfices immédiats en termes de simplification, avec des procédures de permis simplifiées, raccourcies et prioritisées, avec des procédures, avec un accès à des compétences. On a soulevé la question des compétences et du marché du travail qui est évidemment très importante. Donc la possibilité, au travers d'académies de ces technologies, de financer, de renforcer les compétences dans ces secteurs-là, et avec un accès à l'innovation, avec la mise en œuvre de ces sandbox, bacs à sable, en tout cas pour faire de l'innovation sur ces technologies. Ça, toutes ces technologies y ont accès immédiatement. Et après, il y a effectivement un deuxième étage à la maison, avec un focus un peu plus particulier sur un certain nombre de technologies, qui là, c'est vrai, n'inclut pas le nucléaire, mais qui inclut le solaire, l'éolien, les batteries, les électrolyseurs pour l'hydrogène, les technologies de stockage du carbone et les technologies de réseau électrique. Et là, on a des avantages additionnels, notamment si ces technologies peuvent se transformer en projets stratégiques européens. Et ces projets stratégiques européens, on essaie d'avoir l'approche la plus simple possible, puisqu'ils seront établis par les États membres, avec une procédure là aussi assez courte et assez simplifiée. Donc le texte est complexe, mais l'intention est claire, c'est de simplifier avec un certain degré d'automaticité dans les bénéfices à attendre pour ces projets de production manufacturière de ces technologies décarbonées sur lesquelles on insiste. Le dernier aspect, c'est un aspect gouvernance. Si on fait que de l'aide d'État, on reste dans une discussion État membre versus Commission. Un État membre va parler à la DG Comp, va parler à Madame Vestager, et on est dans une logique très décentralisée et pas du tout coordonnée. Ces actes législatifs, ils offrent un outil de gouvernance avec des plateformes de gouvernance au niveau européen qui doivent nous aider à faire émerger des projets européens ou en tout cas des chaînes de valeur européennes avec des projets dans les différents États membres. Et puis ensuite, un petit focus sur certains aspects en particulier. J'ai parlé des compétences, j'ai parlé de l'innovation. Pour ce qui est des matières premières critiques, il y a aussi toute la dimension prévention des risques. Donc anticipation des risques, faire des analyses de tests pour éviter de se retrouver dans une situation de crise et de dépendance par rapport à ça. Voilà, je m'arrête là, je voulais juste vous expliquer ça en quelques mots. Donc la réponse, elle est multiple, elle est complexe malheureusement comme tout ce qui se fait au niveau européen, mais elle a vocation à être structurelle, coordonnée et dans le long terme. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous les trois pour ces exposés liminaires extrêmement précis et détaillés. Je passe tout de suite la parole aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance et Pascal Boyer pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, promulguée le 16 août 2022, la loi américaine sur la réduction de l'inflation, Inflation Reduction Act, prévoit un budget de 369 milliards de dollars sur 10 ans en faveur de la transition énergétique. Si nous pouvons nous réjouir de la volonté américaine d'intensifier leur lutte contre le changement climatique, ces mesures protectionnistes de soutien à la politique industrielle verte américaine ne peuvent se faire au détriment des partenaires commerciaux des États-Unis, notamment européens. Le dialogue a été rapidement amorcé par la France et l'Union européenne pour s'assurer du maintien d'une compétition économique juste, loyale et transparente. À ce titre, la réponse européenne, qui veut maintenir une bonne entente avec les États-Unis, tout en répondant aux sujets posés par l'IRA, nous apparaît comme l'approche la plus adéquate. Nous devons nous donner les moyens de garder notre attractivité, notre compétitivité européenne et éviter les délocalisations outre-Atlantique qui pénaliseraient l'économie européenne et française. La volonté de la France est d'envoyer un signal avec un fonds d'urgence européen ambitieux reposant sur des financements existants. Cette solution à court terme doit s'accompagner d'une réforme du marché de l'énergie et l'atteinte de notre souveraineté énergétique. C'est l'ambition portée par la majorité présidentielle et la France. Le président de la République a soutenu le plan industriel vert européen, qui repose sur le besoin d'une simplification du cadre réglementaire, de la facilitation de l'accès au financement européen, d'un développement transnational des compétences industrielles et le renforcement de la politique commerciale. Le groupe Renaissance soutient la réponse française et européenne, ainsi que le plan industriel du pacte vert pour l'ère du zéro émission nette et le règlement sur les matières premières critiques qui vise à renforcer l'autonomie européenne
d'ici 2030. Ces leviers permettront de continuer de renforcer notre politique industrielle et notre souveraineté énergétique européenne. Quels sont les leviers supplémentaires envisagés pour atteindre rapidement les ambitions énergétiques européennes ? Plus globalement, j'aimerais vous interroger sur la question de la réforme de l'OMC souhaitée par la France et l'Europe et savoir dans quelle mesure celle-ci constitue un objectif atteignable au regard des blocages américains. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Alexandre Sabatou pour le Rassemblement national et pour 3 minutes. Comment ? Oui, Pascal, est-ce que tu peux éteindre ton micro ? Je vous remercie, Monsieur le Président. Depuis le milieu du XXe siècle, les États-Unis sont les leaders incontestés de l'économie mondiale. Longtemps vus comme les défenseurs du libre-échange, les États-Unis n'ont pourtant jamais hésité à appliquer des mesures protectionnistes quand une de leurs industries était menacée. Cela prenait récemment la forme de droits de douane additionnels sur l'acier et sur l'aluminium en 2018, ou encore de taxes punitives sur nos vins et spiritueux en 2021. En mettant en place sa loi sur la réduction de l'inflation, les États-Unis réaffirment leur volonté de préserver leur industrie et d'organiser la protection souveraine de leur production énergétique. En effet, cette loi a l'ambition de faire émerger une industrie verte américaine en favorisant l'implantation d'industries innovantes par le biais de subventions à la production et d'allègements fiscaux pour les technologies décarbonées produites aux États-Unis. Cette politique américaine, prévoyant des investissements massifs à hauteur de 369 milliards de dollars, vise surtout à inciter ses citoyens à acheter américain. Ces mesures auront pour conséquence de pénaliser les entreprises européennes implantées aux États-Unis, dont les chaînes d'approvisionnement se trouvent en dehors de ce pays. Le risque pour l'Europe est donc de voir se délocaliser ses usines vers le géant américain. Pour protéger son économie, pour relancer son industrie, les États-Unis n'ont pas hésité à aller à l'encontre des règles et principes de l'OMC. Ce qui prouve, s'il en était encore besoin, que la politique d'accords bilatéraux, privilégiant la souveraineté de chaque partie, est bien plus réaliste dans la complexité des échanges commerciaux d'aujourd'hui. Qu'attendons-nous pour faire comme les États-Unis ? Sauvons ce qu'il reste de nos industries et de nos emplois. Quand nous défendons des mesures protectionnistes pour la France ou l'Europe, on nous explique que nous nous replions sur nous-mêmes, que nous souhaitons vivre en autarcie. Mais l'autarcie est un mythe. Les grandes périodes pour les États sont les périodes de subtilité, de maîtrise de l'intérieur et de l'extérieur. Depuis la crise Covid, tous les pays du monde sont repartis à la conquête de cet équilibre. Tous, sauf nous. L'Europe doit se réveiller. Elle doit cesser son angélisme et défendre à son tour les nations européennes. Si nous continuons ainsi, dans le marché mondialisé, sans aucune protection, nous condamnons notre industrie et nos PME à une mort certaine. Nous ne devons plus avoir honte de clamer que oui, nous devons acheter français, oui, nous devons acheter européen. À défaut de le faire pour notre nation, nous devons devenir protectionnistes aux frontières de l'Europe. Mesdames et messieurs, le plan industriel du pacte vert pour l'ère du zéro émission nette présenté par la Commission le 1er février de cette année sera-t-il à la hauteur des 369 milliards de dollars d'investissements américains sur son sol et à quand une politique protectionniste ambitieuse pour protéger notre pays, mais surtout notre continent ? Merci. Je vous remercie. La parole est à Vincent Settlinger pour le groupe des Républicains et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais d'abord remercier au nom du groupe LR donc les différents intervenants de ce jour qui nous ont bien éclairés sur les conséquences de l'IRA et sur la réponse européenne. L'Union européenne est confrontée aujourd'hui, comme l'ensemble du monde, au défi de la transition énergétique. Et de la façon dont nous réussirons cette transition environnementale dépendra notre place dans le monde demain. L'Union européenne, forte de ses 450 millions d'habitants, a plein d'atouts pour réussir cette transition, mais face au défi de l'Inflation Reduction Act, nous devons être prudents. Ma première question concerne la complexité administrative et réglementaire de l'Union européenne. Monsieur le Président du Chalandard, vous avez bien résumé l'enjeu de l'IRA. Comment faire pour éviter que certains investissements qui devaient se faire en Europe se fassent en raison de l'IRA aux États-Unis ? La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a reconnu les lenteurs et la complexité de certaines démarches administratives européennes et a annoncé une réforme de ces démarches. Problème, l'IRA est en vigueur depuis janvier, mais pour l'instant, aucun calendrier d'évolution de ces démarches administratives n'a été annoncé par la Commission européenne. D'où ma question, l'Union européenne peut-elle remédier à ces lenteurs et à la complexité de ces démarches administratives ? Ma deuxième question concerne le reste du monde. Depuis l'annonce de l'Inflation Reduction Act par les États-Unis, plusieurs États européens et l'Union européenne s'inquiètent des conséquences de l'IRA pour nos entreprises. Problème, en se focalisant sur les États-Unis,
Ne risque-t-on pas de perdre de vue nos autres concurrents? Je veux parler notamment de la Chine, mais également d'autres pays émergents qui, eux aussi, ont mis en place des plans ambitieux pour la décarbonation de leurs économies. D'où ma question, l'Union européenne a-t-elle pris en compte les plans annoncés par d'autres États que les États-Unis? Monsieur Canton, vous nous avez expliqué que la réponse européenne n'est pas uniquement une réponse à l'IRA, mais comme l'a bien expliqué Mme Guillou, on connaît tous les éléments de l'IRA qui sont publics, mais d'autres États ont des ambitions fortes également, mais sans les afficher aussi clairement. Dans ce cas, apporter une réponse adéquate aux politiques de ces pays est d'autant plus difficile. Merci d'avance pour vos réponses. Merci beaucoup. La parole est à Frédéric Petit pour le groupe démocrate, pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je vais être très rapide. Sur l'ensemble des questions qui ont été posées, j'attends vos réponses. Merci pour vos explications. J'aurai une réponse assez technique sur le 2e étage de votre maison, Monsieur Canton. C'est la première fois dans ce que je suis depuis longtemps qu'on fait un travail, on prévoit un travail spécifique sur les réseaux électriques. Je crois que c'est la première fois qu'on considère que le réseau électrique, le transport, fait partie d'une réponse qui doit être européenne. Tout à l'heure, Monsieur le Président Chalandard a précisé l'importance de savoir si on est en industrie locale ou en industrie qui voyage ou en industrie qui ne voyage pas. Je prétends, moi, depuis très longtemps que la première démarche que devrait faire l'Union européenne, c'est de mieux, non pas interconnecter, ce qui pose plus de problèmes que ça n'en résout, mais de mieux penser ces réseaux électriques de façon à travailler vraiment sur quelque chose qu'on peut défendre vers l'extérieur. Est-ce que dans votre 2e étage, la pièce réservée au réseau électrique aura quelque chose d'encore plus simple? Parce que je rappelle que là, ça ne peut pas être un État qui discute. Il faut qu'on ait un plan d'investissement européen identique à celui qu'on avait fait pour le 400 kVA en France quand on a fait le nucléaire. Sinon, on n'y arrivera pas. Et sinon, on va continuer à avoir non pas des investissements qui vont servir non pas à nous faciliter la vie, mais qui vont nous remettre en danger parce que l'interconnexion est un danger. Le réseau électrique commun est un énorme atout qu'on n'a jamais fait, mais l'interconnexion est un danger. Donc, est-ce que cette première étape de l'énergie verte européenne électrique, on est enfin en train de l'appréhender? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Caramanli pour le groupe socialiste et apparenté pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Directrice, Monsieur le Conseiller, Monsieur le député européen ici présent et tous les collègues, je voulais revenir un petit peu sur effectivement ce qui nous a été présenté par la Commission européenne, qui a présenté un pacte vert pour relancer justement la compétitivité de l'industrie neutre en carbone. Donc deux outils sur l'industrie verte, la révision du marché européen de l'électricité, c'est une première, et aussi sa législation sur les technologies propres, à ce titre justement qui a été fixé 40%, un objectif de 40% des besoins dans les technologies propres, zéro émission nette, produits donc en Europe. Alors je mets volontairement la question les enjeux liés à l'énergie nucléaire, et je voulais donc ici porter 2 observations. D'abord, l'Union européenne et les États-Unis ont des approches différentes en matière de lutte contre le changement climatique et également, je dirais, d'une part, l'Union européenne adopte plutôt une approche largement fondée sur la réglementation, tandis que les États-Unis sont plutôt sur les incitations. Donc l'adoption d'une large politique d'incitation passe par une nouvelle approche des aides publiques nationales, ce que plusieurs États membres aujourd'hui rejettent. D'autre part, l'Union européenne confirme un attachement au principe d'ouverture au commerce international, alors que l'approche des États-Unis est plus celle d'un protectionnisme poli, pour reprendre une expression. Alors j'aurais à ce niveau deux observations, 2 questions à vous poser. D'abord, est-ce qu'il faut envisager de financer par des fonds européens et nationaux, plus largement, la transition énergétique et l'industrie verte, attendant justement sur le bilan socio-économique favorable à terme? Est-ce qu'on dispose d'études? Est-ce qu'on dispose des expertises? Ça, c'est notre première question. Et la deuxième se porterait plutôt sur la capacité à établir pour définir ce que sont les secteurs, justement, produits, composants, stratégiques pour l'Union européenne, et déterminer également les nouvelles règles d'investissement dans l'Union européenne avec 2 guidances, la sécurité au sens large de l'Union européenne et la réciprocité du pays investisseur avec la création, pourquoi pas, de joint venture
avec, par exemple, un acteur européen et un pourcentage minimum de détention supérieur à 51%, et ou l'interdiction d'opérer justement dans certains secteurs stratégiques. Voilà deux questions. Bien sûr, à cela s'ajoute un travail que nous faisons, ça c'est plutôt comme rapporteur, co-rapporteur, que je me permets de le rappeler, où menons actuellement au niveau de la Commission des affaires européennes une double réflexion, à la fois sur les nouvelles règles du pacte de stabilité, et de l'autre côté, comme référent avec ma co-rapporteure Sabine Tillet, nous portons un regard de manière transversale sur le marché intérieur, que ça touche l'industrie, la recherche, l'innovation, et également budgétaire et financier. On voulait donc avoir l'ensemble de la perspective. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole au député européen Pierre Larouturou pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. D'intervenants pour leurs exposés tout à fait intéressants. Donc, je suis député européen, membre de la commission des budgets, et j'étais rapporteur général de tout le budget de l'Europe en 2021. Évidemment, la question budgétaire n'est pas la seule. Il faut une approche globale, évidemment. Mais la question financière, c'est vulgaire, mais ça compte. L'autre jour, je voyais des gens du CEA qui avaient le moral à zéro en disant si on veut faire de l'hydrogène vert aux États-Unis, c'est énorme. C'est 75% de subventions. 75% de subventions. C'est automatique. Il n'y a pas besoin de demander. Peut-être que dans un an, il y aura la réponse. Et c'est pendant 10 ans. Et ça n'est pas à rembourser. Et donc, il disait, ça va être catastrophique. C'est chez nous qu'on dépose le plus de brevets, c'est en Europe, mais tout va partir. Ils m'ont dit, l'Alliance pour le photovoltaïque, qui avait l'idée de refaire du photovoltaïque intelligent, avec plus d'efficacité, avec moins de carbone en Europe. Le 9 décembre, grande réunion de l'Alliance pour le photovoltaïque. Tout le monde a le moral à zéro en disant on devait prendre des décisions d'investissement d'ici le 1er juillet. Et si on prend des décisions aujourd'hui, il faut mieux tout partir aux États-Unis. Et je vous ai fait une petite revue de presse. C'est Ford qui annonce 3800 suppressions de postes en Europe, moins 3800 suppressions. Et dans la même phrase, 3,5 milliards d'investissements aux États-Unis. Voilà. Donc c'est tout bête, mais quand on est patron d'entreprise, effectivement, si vous avez des aides massives aux États-Unis, alors que c'est chez nous que le prix de l'énergie est tellement flambé, et qu'encore au bout d'un an, on ne sait pas trop la réponse de l'Europe, ça va être compliqué. Et donc, effectivement, Thierry Breton et Paolo Gentiloni ont été parmi les premiers début octobre, et c'était courageux à dire il faut une réponse européenne et il faut une réponse budgétaire européenne. Et donc, immédiatement, il y a des pays qui bloquent en disant tant qu'on ne sait pas comment rembourser Next Generation, le plan qu'on a fait avec le Covid-19, tant qu'on ne sait pas comment rembourser Next Generation, il n'est pas question d'un nouveau budget européen. Et donc, on tourne autour de ça depuis le mois d'octobre à Bruxelles. Et donc, la proposition du Parlement européen, de l'ensemble de la commission des budgets, et qui a été votée par tout le Parlement il y a un mois par l'extrême droite, c'est de dire il faut trouver le moyen de rembourser Next Generation sans demander plus d'argent aux États membres et de mettre, non pas de rentrer dans une guerre avec les États-Unis, mais de mettre des aides aussi simples, aussi efficaces. Parce que quand Mme Vestager propose d'assouplir les aides, mais en disant pas plus de 3 ans maximum, eh bien, je suis désolé, mais si aux États-Unis c'est automatique et c'est pendant 10 ans, eh bien si en Europe c'est compliqué, peut-être que oui, peut-être que non, et maximum 3 ans, ça ne sert à rien, même si plein d'autres choses intelligentes ont été proposées. Donc il faut de l'aide, il faut de l'argent pour rembourser Next Generation et pour avoir des aides équivalentes et automatiques, et ce n'est pas dans 15 ans. Et donc la seule proposition qui est sur la table aujourd'hui au niveau européen, ce n'était pas ma tasse de thé, je n'en parlais pas il y a 3 ans quand je suis devenu député, c'est la taxe sur les transactions financières proposée par M. Barroso en 2011. Et on a refait les calculs. Malgré le Brexit, la place de Londres ne serait pas, malgré la crise, on aurait 57 milliards chaque année. C'est le dernier chiffre actualisé par la Commission. Si on met en place une petite taxe, 0,1%. Je rappelle que tous, quand on va manger, même les SDF, pour s'acheter un sandwich, payent 5,5% de TVA. 5,5%. Mais M. Barroso remarquait qu'il n'y avait aucune TVA sur les marchés financiers et donc proposait une petite taxe à 0,1%. La coopération renforcée est en place et donc le Parlement, dans le texte qui a été voté il y a 3 semaines, demande qu'on mette en place un accord en coopération renforcée avant le 30 juin de cette année et que du coup on ait des moyens pour rembourser Next Generation et pour financer la décarbonation de l'industrie. On sait très bien que jusqu'à maintenant, c'est la France qui bloquait la coopération renforcée parce que Bruno Le Maire voulait attendre que les conséquences du Brexit soient stabilisées. Mais j'ai vu l'autre jour, j'ai passé 1 heure à l'Élysée avec un conseiller d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire qui disait ça y est, les conséquences du Brexit sont stabilisées et la France y a gagné. Et si la France demande une réponse à l'Limitation de Reduction Act et si la France accueille en juin le grand sommet sur le financement du climat, c'est Emmanuel Macron et Mia Mottley qui organisent le grand sommet sur le financement du climat en juin, c'est compliqué de penser que la France va continuer à bloquer la TTF. En tout cas, je le répète, y compris 80%, j'en parlais avec Mme van der Leyen la semaine dernière, qui était content de voir que 80% du PPE et même 92% de la droite allemande, 92% de la droite allemande ont voté l'amendement qui dit il est temps de créer une petite taxe sur la spéculation et cet argent peut être disponible dans quelques mois. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse un peu plus de temps parce que vous veniez de très loin.
On a fini le premier tour de parole, mais je propose qu'on prenne toutes les questions parce qu'il en reste quelques-unes et celles-ci seront un peu plus courtes pour 2 minutes. D'abord, Constance Le Grip pour le groupe Renaissance. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président, Madame, Monsieur, pour ces exposés tout à fait intéressants. Moi, je vais aller directement à ma question, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites et notre collègue Pascal Boyer a fort bien exprimé le sentiment porté par le groupe Renaissance de la majorité présidentielle sur et les propositions de la Commission et l'état d'esprit et le changement de paradigme qui, effectivement, en tout cas, c'est notre appréciation de la situation, sont en train de s'installer au sein des institutions européennes. Ça, c'est la version optimiste et volontariste de mon propos. Ma question directement, et elle fait un peu écho d'une certaine manière avec ce que vient de dire notre collègue Pierre Larrouturou sur l'enjeu budgétaire. Quid de l'idée de la création d'un fonds souverain européen? Nous savons fort bien les fortes réticences qui se manifestent dans plusieurs pays européens. Enfin, l'histoire récente nous a montré qu'il y a des idées que quelquefois, d'ailleurs, tel ou tel pays, à commencer par la France, porte en avant-poste et qui finissent progressivement par s'imposer. Alors, j'ai cru comprendre que le sujet a été repoussé à la renégociation du cadre financier pluriannuel, mais donc cet été. Mais quand même, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à ce stade? Et est-ce que cela pourrait être l'une des perspectives d'envergure qu'il faudrait envisager pour effectivement avoir une réponse qui, en termes de masse budgétaire, soit tout à fait à la hauteur de ce que font, par exemple, nos partenaires américains. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Mathilde Paris pour le Rassemblement national. Et pour 2 minutes. Oui. Alors, je ne sais pas si... Voilà, c'est mieux. Merci. Merci à tous pour vos interventions. Ce que je retiens, c'est vraiment le risque aujourd'hui pour l'Union européenne de désindustrialisation face à une très forte attractivité des États-Unis. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure de réforme du marché européen de l'électricité, d'un allègement de la réglementation pour faciliter, et puis de plus grand financement des projets de décarbonation industrielle. Je voulais savoir aujourd'hui ce que vous nous préconisez concrètement au niveau du marché européen de l'énergie pour pouvoir être plus attractif, et puis quels moyens de communication vous allez mettre en place, puisqu'aujourd'hui on a quand même une communication très offensive et très claire des États-Unis sur ce qu'ils vont mettre en place. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on nous dit voilà, on va mettre en place ce que je ne conteste pas, hein, la taxe sur les transactions financières, mais ce que tout le monde ne va pas retenir finalement, que l'Union européenne va créer une taxe supplémentaire plutôt que vraiment de créer un contexte attractif pour nos industries. Merci à vous. Merci beaucoup. La parole est à Liliana Tanguy pour le groupe Renaissance pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Je voulais évoquer la question de l'Inflation Reduction Act. Et aussi du plan industriel vert européen. Parce que la présidente de la Commission européenne a présenté lors du Forum économique mondial à Davos un plan industriel vert européen. Et je voulais savoir si, selon vous, il était assez ambitieux pour répondre aux défis que nous lancent les Américains à travers l'entrée en vigueur de l'IRA, que l'Union européenne juge comme protectionniste. Il y a également le souhait de lancer un Buy European Act pour privilégier l'industrie européenne. Et ma question, c'est selon vous, comment on peut s'en approcher sans contrevenir aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, notamment la clause du traitement national, puisque c'est ce que justement on reproche à l'IRA. Et les dernières nouvelles de Bruxelles sont les propositions de règlement proposées par la Commission européenne, l'une pour l'industrie à zéro émission nette qui a été évoquée et l'autre sur les matières premières critiques. À votre avis, est-ce que ces propositions sont suffisantes pour protéger la compétitivité de nos industries européennes dans la filière verte et renforcer notre autonomie dans les matières premières critiques? Merci. Merci beaucoup. Et enfin, la dernière prise de parole, Thibault François pour le Rassemblement national pour 2 minutes.
Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les orateurs, Monsieur le député européen Laroutourou qui a fait une courageuse comparaison entre les SDF qui paieraient apparemment plus de taxes que les grandes sociétés. En effet, comme vous venez de dire, Monsieur le Président, Bruxelles est très très loin de Paris et des préoccupations des Français. Chers collègues, sur ce sujet de l'inflation, l'Inflation Reduction Act, comme l'a rappelé mon collègue Alexandre Sabatou, c'est un sujet pour lequel la France et l'Union européenne doivent apporter une réponse qui est immédiate. Alors cette loi américaine qui a été portée par les démocrates, bien par les démocrates, a été promulguée en août 2022 et elle prévoit entre autres de consacrer un budget d'environ et de plus de 370 milliards de dollars à des mesures de soutien à la politique industrielle verte, mais surtout protectionniste de ces industries aux États-Unis, et ça a été dit sur une durée de plus de 10 ans. Ces mesures témoignent toutes de la nécessité des nations de protéger souverainement leur économie et que les accords de libre-échange sont limités par les intérêts des nations qui signent ces accords directement. Alors notre allié américain protège souverainement et de manière intelligente son économie. Alors l'Union européenne doit cesser son idéalisme et doit enfin défendre les nations qui la composent, leurs économies et leur peuple au pluriel. Et ma question est la suivante. Quelles est selon vous les perspectives d'avenir pour les sociétés et entreprises françaises qui sont situées aux États-Unis et donc sur place, ainsi que pour les relations économiques entre la France et Washington suite à l'adoption de cette nouvelle loi? Je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez la parole. Je vous propose de répondre de manière groupée les uns après les autres dans l'ordre d'intervention de début, autour de 5 minutes, parce qu'après la séance va reprendre, donc peut-être que les collègues devront partir, donc je vous donne 5 minutes grosso modo chacun. Merci. Merci. Moi, je ne vais pas répondre sur tous les points, mais 3-4 points. D'abord, sur les États-Unis par rapport au reste du monde. Oui, en fait, la principale menace, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'IRA. La principale menace sur l'industrie européenne, ça a été et c'est encore la Chine. Et de ce point de vue-là, on ne se défend pas beaucoup. Je vais juste vous donner un chiffre. Les taxes sur les véhicules électriques, les Européens taxe les importations de véhicules électriques chinois. Pour un Chinois, ça coûte 10%. Si vous voulez aller aux États-Unis, ça coûte 27,5%. Voilà. Donc, oui, le sujet, il est beaucoup plus large que l'IRA. Le problème, c'est que face à la montée et à la politique industrielle chinoise, qui a été absolument massive, la Chine a tué l'industrie des panneaux photovoltaïques en Europe et largement aux États-Unis. Et moi, la grosse inquiétude que j'avais sur le sujet des batteries quand on s'est lancé en Europe à faire des batteries, c'est qu'il arrive à la même chose. Alors, le risque aujourd'hui, c'est pas que ce soit les Chinois qui les tuent, c'est qu'elles aillent aux États-Unis. Mais la menace de départ, elle vient de la Chine. Et sur l'industrie automobile, qui est quand même très emblématique, c'est beaucoup des projets dont vous avez parlé, Monsieur Laroutourou, ils sont dans l'automobile, pas tous. J'ai noté d'autres que je trouve très, très, très embêtants, ce que vous avez dit par ailleurs. Mais sur l'automobile, le sujet, c'est ça. Le sujet, c'est qu'on voulait faire en Europe des choses qui sont faites en Chine. Et qu'on risque d'être arrêté dans notre élan. Mais la menace principale, c'est la Chine. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Sur l'OMC, bien évidemment qu'il faut essayer d'améliorer l'OMC, mais il ne faut pas compter sur l'OMC pour régler le problème de l'IRA. Si on va se plaindre à l'OMC de ce qu'ont fait les États-Unis, on y sera encore dans 10 ans. Et alors là, je veux dire, l'industrie européenne, pour les sujets qui sont attaqués, seront morts. Donc oui, sur le plan du principe, non, sur le plan du pragmatisme à court terme, ne pas imaginer ça. Sur la bureaucratie, je vous ai dit, moi, c'est un peu mon inquiétude par rapport à ce qu'a dit M. Canton, c'est que on simplifie en complexifiant. Excusez-moi d'être un peu caricatural, mais il y a un petit peu de ça quand même. Donc on simplifie, mais je ne suis pas sûr qu'in fine, on va simplifier suffisamment. C'est un des gros problèmes qu'ont les industriels en Europe face à Bruxelles, quand il faut aller chercher de l'argent sur un dossier, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué par rapport à ce que M. Laroutourou a décrit de ce qui va se passer aux États-Unis. Donc oui, il y a un sujet de simplicité et je ne suis pas sûr qu'il soit bien réglé. Dernier point sur l'électricité et les réseaux électriques. Alors ça, pour moi, c'est le sujet majeur. C'est pour ça que je l'ai dit, mais vous l'avez repris aussi. Je pense que la réforme du marché européen d'électricité c'est pas directement lié à l'IRA, mais c'est un élément majeur de ce qu'on doit faire en Europe. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit, mais je le redis encore, une grande partie de la décarbonation, on va faire des économies d'énergie, mais il y a beaucoup de domaines où, d'abord, on n'est pas en ligne avec les trajectoires. Dans le bâtiment, j'espère qu'on va en faire plus, mais on n'est pas en ligne. Et pour l'industrie, pas dans tous les cas, parce qu'il va y avoir un peu de biogaz, un peu d'hydrogène, mais l'essentiel de la décarbonation, c'est l'électrification. Et donc le sujet principal,
c'est d'avoir de l'électricité décarbonée pas chère. Hein. Et donc, c'est pour ça que, si vous voulez, ça passe par de l'industrie renouvelable, des renouvelables en plus grande mesure, mais aussi, quand on a la chance d'en avoir, par du nucléaire. C'est absolument fondamental. Et aujourd'hui, c'est vraiment, j'allais dire, c'est la chance de la France de retrouver ce qui a été son avantage qu'on a perdu depuis quelques années. Mais je pense qu'il faut absolument, et donc la réforme de marché d'électricité, elle doit permettre à la France d'avoir un coût du nucléaire compétitif. On a beaucoup d'opposants à Bruxelles sur ces sujets-là, et je pense que c'est un combat qui n'est pas encore... bon, les derniers textes sur les contrats for difference incluent bien le nucléaire, mais je pense que le diable sont les détails. Il va falloir continuer à être sûr, parce que le programme nucléaire français a beaucoup d'ennemis à Bruxelles, en partie parce que ça donne un avantage compétitif à la France. Et que quand les autres n'en ont pas, ils seront contents de voir que nous, on n'en a pas non plus. Donc ce sujet de la réforme de l'électricité, il est absolument critique, sur tous ces sujets-là, dans un contexte où où l'énergie carbonée, et notamment le gaz, il est structurellement maintenant plus cher en Europe qu'aux États-Unis. Que le gaz russe, il arrivait pas cher, d'ailleurs il arrivait plus en Allemagne qu'en France. Le gaz naturel liquéfié, eh bien, il faut le liquéfier et après il faut le régasifier. Et ça, vous augmentez, même quand le prix du gaz à la production est très bas, vous avez un désavantage. Alors ça joue pour les industries sur lesquelles le prix du gaz est extrêmement important par rapport au coût total. Donc il y a beaucoup d'industries qui sont moins concernées. C'est pour ça que les impacts sur les industries, ça dépend beaucoup du contenu énergétique de l'industrie. Et la menace de l'IRA, elle est très différente selon les sujets, compte tenu de ça, parce qu'il faut, comme vous l'avez dit, madame, le coût est un élément important de l'investissement. Voilà, je m'arrête là, que j'étais déjà été trop long, excusez-moi. Merci beaucoup, et puis vous avez survécu à la sonnerie, donc bravo à vous. Madame Guillou, je vous passe tout de suite la parole. Bref, puisque j'ai compris que l'ensemble des questions, enfin un grand nombre des questions s'adressaient à M. Canton. Donc, brièvement, 4 éléments. J'ai entendu beaucoup parler de délocalisation, de menaces de délocalisation. Je voudrais juste rappeler qu'il y a délocalisation que s'il y a substitution. C'est-à-dire qu'un investissement qui était prévu en Europe, finalement, se fait aux États-Unis. Il n'y aura pas forcément substitution. On l'a bien répété, M. Chalandard et moi-même. On est dans une situation où il y a des opportunités d'investissement et de création aussi d'avantages, de capacités à maîtriser des technologies qui sont offertes sur le marché américain et qui pourraient profiter. C'est-à-dire que si vous avez une filiale, vous avez votre siège est européen, vous avez une filiale aux États-Unis, vous bénéficiez des subventions américaines, vous améliorez votre technologie, ça profitera à votre filiale européenne. Donc on n'a pas ce mécanisme de subvention aussi automatique que vous le laissez entendre par ce propos sur le risque des délocalisations. Donc, ce sera à vérifier donc, avec les données à venir. Deuxième point, on a peu parlé du mécanisme européen d'ajustement aux frontières, d'ajustement carbone aux frontières, qui est considéré comme une mesure protectionniste de la part des États-Unis. Donc, je veux bien qu'on laisse entendre que seuls les États-Unis sont capables d'avoir une politique protectionniste. Je ne suis pas sûre qu'il faille forcément vouloir les singer. Et je pense que les Européens, avec ce mécanisme, ont aussi une dimension protectionniste qui est importante et qu'il faudra prendre en compte parce qu'elle n'est pas aussi utile aux industriels que cela. Et je ne veux pas vous relancer, M. Chalandard, mais je suis sûre que vous auriez à dire là-dessus. Oui. Troisième point, je voudrais aussi pointer du doigt en tant qu'économiste que, et c'est important que dans le design des politiques, on pense toujours que vous avez à faire un arbitrage en permanence entre l'utilité du consommateur, de l'usager, du travailleur et l'utilité de l'industriel. Et là, c'est aussi la difficulté dans toutes ces politiques. C'est que c'est vrai que la particularité de la réglementation européenne, c'est souvent d'avoir privilégié l'usager plutôt que l'industriel. Et c'est là où, effectivement, la position du commissaire Thierry Breton est justement de dire, attention, il faut aussi considérer les industriels, l'avenir en dépend.
Donc, mais il y a toujours quand même cette nécessité de bien penser que cet arbitrage existe et que tout n'est pas si simple. Et enfin, dernier point, vous avez rappelé qu'effectivement, on était dans un changement de paradigme, mais même si on a changé de paradigme, on n'a pas forcément évacué les risques que constitue une course au protectionnisme, les risques en termes de relations internationales. Et je voudrais quand même qu'on garde à l'esprit que vouloir s'inscrire dans des politiques protectionnistes de réponse à celles des États-Unis présente un risque géopolitique et qu'il faut peut-être pouvoir penser quelque chose de plus intelligent, et non pas simplement de considérer que c'est démissionner ou renoncer, que de ne pas vouloir avoir exactement une politique symétrique à celle des États-Unis. Merci. Merci, madame. Monsieur Canton. Merci beaucoup et merci pour toutes ces questions. Il y aurait beaucoup à dire, mais je comprends que vous êtes un peu pris par le temps, donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Premier message, l'Europe ne doit compter que sur elle. On va continuer à travailler avec l'OMC sur certains sujets, mais si on attend que d'autres, que les Américains changent, que les Chinois changent ou que l'OMC règle nos problèmes, on se trompe. Donc l'approche du commissaire Breton, et qui est maintenant largement partagée au niveau européen, c'est de dire l'Europe doit fournir les réponses aux questions qu'elle se pose et pas attendre que les autres fournissent des réponses à notre place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe est et restera un continent ouvert, mais qui restera un continent ouvert à nos conditions. Que le libre-échangisme BA a vécu, et je pense que c'est au niveau européen partagé par tous, que cette dimension-là devait évoluer. Et qu'il nous fallait, oui, rester ouvert, mais oui, le faire à nos conditions, avec des critères beaucoup plus stricts sur le screening des investissements à l'étranger, avec un regard beaucoup plus sévère sur les chaînes de valeur internationales, sur la possibilité de géopolitique, on l'a bien vu avec la crise ukrainienne, avec la possibilité d'utiliser comme arme stratégique nos dépendances stratégiques. Quand la Chine menace aujourd'hui de restriction à l'exportation de panneaux solaires, on est dans une situation difficile parce que, oui, en 2022, on a multiplié par plus de 2 le déploiement des panneaux solaires en Europe. Très bien, c'est une partie de la réponse à notre dépendance excessive au gaz russe, mais on l'a fait en important 95% de nos panneaux solaires de Chine. Et donc, on se met dans une situation difficile et c'est tout l'intérêt de remettre la dimension industrielle et la capacité industrielle européenne dans ce contexte-là. Non, on ne produira pas tout en Europe. Oui, on continuera à importer, mais il nous faut être présent sur l'ensemble des chaînes de valeur. C'est pour ça qu'on avait nos objectifs en termes de présence sur les matières premières critiques, sur le raffinage des matières premières critiques. On a fait rentrer les objectifs de capacité de production sur le raffinage des matières premières critiques, sur le recyclage des matières premières critiques, sur l'extraction des matières premières critiques. Il ne faut pas avoir honte et il y a un rôle à jouer pour l'exploration minière en Europe sur un certain nombre de ces matières premières critiques. Et c'est aussi pour ça qu'on a des objectifs sur les technologies vertes, comme on s'était fixé des objectifs pour les semi-conducteurs. On avait 20% d'objectifs pour les semi-conducteurs à l'horizon 2030 de capacité mondiale. On a minimum 40% de capacité de production sur les technologies vertes. Et c'est un minimum. Et c'est un minimum sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de produire beaucoup plus sur l'éolien. Il faudra continuer à produire beaucoup sur l'éolien. Par contre, on n'est nulle part sur le solaire. Et donc, il faudra qu'on soit capable d'arriver à un minimum sur le solaire également, juste pour éviter les dépendances stratégiques et juste pour éviter de remettre en cause à moyen et à long terme nos objectifs de décarbonisation et de politique industrielle au sens large. Juste un mot aussi sur l'acte législatif en termes de... parce qu'il y a eu pas mal de questions, bail européenne, etc. L'approche qu'on a faite et qui est un changement significatif dans le logiciel européen, c'est d'introduire dans l'acte Net Zero Industry une possibilité de prendre en compte de manière systématique deux conditions essentielles, la résilience et la soutenabilité. Ça veut dire que dans chaque appel d'offres sur ces technologies-là, selon la proposition de la Commission, on verra ce qu'en font les co-législateurs, il y aura l'obligation de prendre en compte une réflexion sur la résilience. Et prendre en compte une réflexion sur la résilience, ça veut dire quoi? Ça veut dire si aujourd'hui on est dépendant à plus de 65% d'un pays donné pour nos importations d'une technologie donnée, alors on va inciter à aller chercher ailleurs. On va inciter à aller chercher ailleurs pour réduire nos dépendances, pas obliger,
parce que ça remettrait en cause nos objectifs de décarbonisation. Donc, encore une fois, c'est l'exemple des panneaux solaires chinois. Mais c'est obligé à inciter, à réfléchir, à aller chercher ailleurs, de façon à réduire nos dépendances. Et ça, c'est un changement profond en termes de politique européenne sur ces questions-là. C'est pas du buy européen au sens strict, mais c'est de la diversification et c'est un objectif de résilience clairement affiché dans la proposition de la Commission. Le financement restera la mère des batailles, ça c'est certain. J'en ai peu touché, mais effectivement, qu'il nous faut une réponse européenne et il faut une réponse qui soit disponible pour chaque État membre, pour chaque situation. Elle ne sera pas forcément la même dans tous les États membres, mais il faut qu'on ait une réponse qui offre des solutions dans tous les États membres. Ça peut passer par un budget européen renforcé avec le Fonds de souveraineté européen. Ça peut passer par un rôle accru pour la Banque européenne d'investissement et d'autres banques publiques. Ça peut passer par les aides d'État, ça peut passer par un certain nombre de chaises. Mais il nous faut un panier de mesures disponibles pour qu'on trouve des solutions sur ces questions de financement. Sur la question, et je terminerai là-dessus, sur la question des réseaux et de l'électricité, absolument essentielle, effectivement, la question électrique. Il faut se projeter dans qu'est-ce que c'est un continent décarboné à l'horizon 2050. Un continent décarboné à l'horizon 2050, c'est un continent qui est largement électrifié, où nos capacités électriques vont plus que doubler, peut-être même tripler, entre aujourd'hui et 2050, qu'avec du décarboné, du renouvelable et du nucléaire. Et donc, une situation dans laquelle les réseaux électriques vont être essentiels. Pourquoi ? Parce qu'on va produire de l'électricité dans des régions où on ne la consomme pas aujourd'hui. On va produire de l'électricité en mer du Nord pour aller l'amener dans des centres industriels, dans la Ruhr, en Vallée du Rhône, dans le nord de l'Italie. On va produire de l'électricité avec des panneaux solaires dans le sud de l'Espagne pour l'amener dans les centres industriels. Et ça demandait une vraie réflexion sur les réseaux électriques qui a été commencée parce qu'avec des plans, sans rentrer dans tous les détails, avec nos plans européens d'investissement, Trans-European Energy Investment, que nous, on n'aborde pas forcément sous cet angle-là. On l'aborde encore une fois dans les propositions de la semaine dernière sous l'angle capacité industrielle à produire ces technologies de réseau. Aujourd'hui, il y a une vraie difficulté à produire ces réseaux, c'est-à-dire aujourd'hui, on sait faire des éoliennes, on sait les mettre en mer du Nord, mais on n'a pas les technologies pour les connecter au continent. Et donc, il faut produire ces capacités électriques, il faut produire ces capacités de réseau, si vous voulez, et renforcer ça de façon à ce qu'on soit cohérent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est ce sur quoi on s'est attaché avec ce Net Zero Industry Act. Voilà, j'en reste là. Prêt à continuer les discussions dans un autre format si besoin, mais je m'arrête là, vous avez d'autres obligations. Merci beaucoup. J'ai encore une petite demande de prise de parole de M. Larouturou. Allez-y. Merci, monsieur. D'abord, se rassurer en pensant qu'il y a de l'argent qui reste disponible et qui est caché, c'est faux, hélas. Il y a de l'argent qui est disponible pour faire des prêts, mais les entreprises sont globalement surendettées après le Covid-19 et ne demandent pas des prêts. Aux États-Unis, ce sont des subventions automatiques qui ne sont pas à rembourser. Et pour ça, on a bien cherché depuis plusieurs mois au niveau européen. Il n'y a pas d'argent caché, donc il y a besoin de ressources nouvelles. D'ailleurs, Biden a créé des ressources nouvelles. Deuxième point, attendre la renégociation du MFF, ça me paraît très, très, très dangereux, parce que ce sera une négociation qui commencera au mieux en septembre et qui va être très longue, parce il y aura plusieurs sujets sur la table. Et donc, je pense qu'il faut débloquer la situation avant, sinon dans un an, on en est encore à se demander si les délocalisations vont continuer ou pas. Et je le redis, la coopération renforcée que demande le Parlement européen, elle existe. Et si Bruno Le Maire, que vous auditionnez la semaine prochaine, si la semaine prochaine, Bruno Le Maire se dit c'est bon, le Brexit c'est fini, la France peut bouger, eh bien l'Allemagne l'applaudit, l'Italie l'applaudit, l'Espagne l'Italie, tout le monde l'applaudit. Et au prochain ECOFIN, au mois d'avril, ça peut être fait juste par une heure, les 10 ministres concernés décident de signer le papier, tout est prêt juridiquement. Et donc, au Conseil des ministres du mois d'avril, on peut avoir la décision. D'après Barroso, il faudra 6 mois pour que l'argent arrive. Mais si la France bouge, et vous auditionnez le ministre Bruno Le Maire la semaine prochaine, si la France bouge, dès le prochain Conseil des ministres d'ECOFIN du mois d'avril, on peut avoir une décision. Et donc, au mois de mai, on saura qu'on a de l'argent pour... Et ça sera très, très différent que d'attendre encore un an de négociation. Donc, merci d'interpeller le ministre. Ce n'est pas ma position, c'est l'ensemble du Parlement européen, à part l'extrême droite. Et c'est la seule solution qui est sur la table avec ce calendrier et ce montant. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose qu'on conclue ici notre réunion de commission de ce jour. Je vous remercie tous les trois infiniment pour votre présence, la précision de vos réponses, le temps que vous y avez consacré. C'était extrêmement précieux pour chacune et chacun d'entre nous. Et puis effectivement, comme le disait le député Larouturou, le ministère des Finances n'était pas
représentés aujourd'hui autour de cette table, puisque nous auditionnons effectivement mardi prochain à 17h30, conjointement avec la Commission des finances de l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Et donc je vous donne rendez-vous mardi prochain à 17h30 pour cette audition. Bonne fin de journée à tous et merci beaucoup.